Disons qu'il y a eu plusieurs événements. Moi, j'ai passé ma vie dans la nature durant l'été, au chalet à Péribonka, dans lesquels on se promenait un peu partout. Puis, à un moment, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des dégradations importantes. Puis, on pourrait dire que, tu sais, on était dans l'époque du Peace and Love. On pensait que tout allait bien. Moi, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de problèmes. Puis, entre autres, on avait vu, en descendant en canot sur la rivière Mistassini, en bas là, de l'usine Domtar à l'époque, vraiment de très grands bancs. C'était une espèce de... C'était des restants de pâte qui étaient envoyés dans l'usine. Il y avait un immense tuyau de 5 pieds de diamètre en stainless. Puis là, il y avait toutes sortes de produits qui sortaient de là. Ça n'avait vraiment pas d'allure. Puis là, moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour ça. Et finalement, je me suis embarqué dans le comité d'environnement avec d'autres. Puis on a commencé à faire de la sensibilisation, à dénoncer des choses aussi. Puis pour que ça change, parce que ça n'avait vraiment pas d'allure. Puis il faut dire aussi que les usines d'épuration des eaux datent de ces époques-là. Au début des années 80, il n'y avait pas d'usine d'épuration des eaux à Dolbeau-Mistassini. Tout allait direct à la rivière, que ce soit l'hôpital, les produits dangereux, tout allait à l'eau. Ça fait que là, c'était quelque chose, en tout cas, qui était totalement inadmissible. Puis en l'espace de quelques années, ça a changé beaucoup, fort heureusement. Mais ça a pris beaucoup de sensibilisation. C'est parce qu'on est dans un système économique présentement qui ne tient pas compte de l'environnement. C'est que là, on essaie de... Tu sais, les gens achètent les produits le moins cher possible, parce que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent un prix, alors que les produits les moins chers sont souvent les produits les moins durables, les moins intéressants au niveau de l'environnement. Ça coûte moins cher fabriquer quelque chose qui n'est pas environnemental, qui n'est pas durable, que tu vas jeter après usage, ça ne coûte pas cher, ça. Fait que, tu sais, c'est que ça prend une réforme du système économique. L'environnement va prendre davantage de place quand on va inclure les coûts environnementaux dans chacun des produits. Puis, entre autres, ce qu'on devrait avoir, c'est que plus un produit est mauvais, plus il est dangereux pour l'environnement, moins il dure longtemps, plus il devrait être taxé. Si les produits les plus dégueulasses étaient les plus taxés, bien, probablement qu'à un moment donné, ça changerait. Les entreprises feraient des produits plus durables. Les citoyens achèteraient des produits plus durables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que l'environnement, ça va se régler juste par l'environnement. Ça va se régler à partir du moment où on va intégrer tous les coûts environnementaux dans chacun des produits. Et là, à ce moment-là, puis il faut également que tout le système de taxation, la fiscalité soit organisé autour de ça. Ça prend ce qu'on appelle une fiscalité écologique. Et là, à ce moment-là, c'est que l'environnement va avoir pris sa place, un peu comme des bonnes conditions de travail ont fini par prendre la place dans des entreprises. Bien, il faut que les coûts environnementaux soient intégrés à chacun des produits qui vont être produits. Ah, moi, je suis optimiste. C'est que là, moi, je regarde, là, on est parti du tout à l'égout. Et là, aujourd'hui, bien, il y a encore des problèmes importants, mais sincèrement, ça allait évoluer. Puis il faut que ça continue d'évoluer, là, puis il faut que ça aille plus rapidement. Mais moi, je suis optimiste. Sinon, c'est que là, si tu n'es pas optimiste, tu fais rien. La différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est qu'il y en a un qui croit dans l'avenir, puis l'autre qui n'y croit pas. Moi, je crois dans l'avenir, mais parce que j'y crois, je sais qu'il faut faire des actions. C'est en faisant des actions qu'on change quelque chose. C'était bien vu par certains, puis mal vu par d'autres. Entre autres, ce qui était intéressant dans le comité d'environnement de Dolbeau-Mistassini, en passant, qui a été la première organisation de Dolbeau-Mistassini. Avant ça, il y avait soit la Chambre de commerce de Dolbeau, la Chambre de commerce de Mistassini. C'était toujours divisé, mais nous, on a appelé ça le comité d'environnement de Dolbeau-Mistassini. Puis ce que j'aimais dans ça, c'est qu'il y avait des jeunes comme moi, mais il y avait aussi des personnes âgées. Entre autres, il y avait un monsieur Villemur qui devait avoir proche 80. Il y avait Mme Cécile Baudouin qui, à l'époque, était un peu plus... était peut-être 25-30 ans plus vieux que nous autres. Puis ça, j'aimais beaucoup cette idée-là qu'on représentait toutes sortes de monde, puis on réussissait à s'entendre là-dessus. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, ça fonctionnait. Il y a des gens qui trouvaient que ça avait du bon sens, mais il y a des gens qui disaient que l'environnement, là, c'était une mode, que ça allait passer, que dans le fond, on perdait notre temps avec ça. Ou il y avait du monde qui disait ça donne rien, ça ne changera pas jamais, etc. Mais vis-à-vis ces pessimistes-là, moi, je me disais, il faut qu'on se batte. Puis c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé. Puis je dirais que
un des éléments qui a amené la crédibilité des comités d'environnement, c'était qu'on faisait ça bénévolement. Aujourd'hui, les grandes organisations d'environnement, que ce soit Greenpeace ou autrement, ils ont des permanents, etc. C'est rendu des business. Mais à l'époque, on faisait ça tous bénévolement et les gens devaient se dire, s'ils font ça bénévolement, c'est pas pour faire de l'argent, là, ils font ça parce qu'ils y croient vraiment et ça amenait une crédibilité et ça a permis de changer bien des choses. C'est qu'après avoir été dans le comité d'environnement pendant une dizaine d'années, puis d'avoir, on pourrait dire, lutté, milité, défendu, interpellé, là, je me disais peut-être qu'on est rendu à une autre phase qui, après avoir été la sensibilisation, qu'on va entrer dans une phase d'action. Là, on va faire pas seulement que de l'éducation, on va faire aussi de l'action. Et on disait, on va transformer des choses qui sont pas belles en choses qui sont intéressantes. Puis entre autres, bien, ici, on est dans le parc Centre-Ville. Ça a été la première grande action qu'on a faite. On a pris ce qu'on pourrait appeler une dompe, là, parce qu'à l'époque, il y avait des concours, là, genre Ville et Villages fleuris à l'époque. Puis la ville, on avait fait des efforts pour essayer de s'améliorer. On avait planté des fleurs, planté des arbres, mais on ne réussissait pas à avoir beaucoup d'étoiles parce qu'entre autres, un des juges m'avait dit, tant que vous allez avoir votre dompe au centre-ville, ici, ce qui est un parc aujourd'hui, bien, vous ne pourrez pas avoir de points. Vous avez une dompe en plein milieu de la ville. Fait que là, j'ai réussi à convaincre le conseil qu'on devrait faire quelque chose avec ça. Puis finalement, avec l'aide du gouvernement fédéral, on a eu une subvention importante, autour de 200 000 $. Et là, on a tout nettoyé ça. On a sorti, je veux dire, là, des dizaines de 10 roues de toutes sortes d'affaires, des pneus, des 45 gallons, d'huile, toutes sortes d'affaires. Parce que avant ça, c'est qu'assez souvent, là, c'est qu'on voit, il y a comme le bord de la coulée. Bien, les gens, ils jetaient des affaires dans le fond, puis ils poussaient ça avec un boule, puis ils emplissaient ça. Une coulée, ça servait à être empli. Aujourd'hui, les coulées, c'est un belvédère. Avant ça, c'était l'endroit pour jeter les poubelles. Ça fait que, fort heureusement, ça a évolué. Et par la suite, bien là, après avoir fait nos premières interventions ici, on s'est pratiqué. Là, on se disait, bien, on ne pourra pas briser ça plus, c'est une dompe. Fait qu'on ne brisera rien. Et par la suite, bien, là, on a embarqué dans le projet de la Pointe des Pères, qui là est un projet d'une envergure beaucoup plus grande. Et là, à ce moment-là, c'est qu'on a eu des spécialistes qui sont venus nous aider, entre autres un jeune diplômé en architecture du paysage, etc., etc. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. On devait avoir probablement je dirais quasiment une dizaine d'employés à l'époque. Ça a duré 4-5 mois, puis on a utilisé des tracteurs pour essayer de dégager des affaires. Là. Ça fait que ça a été vraiment... le gros de l'ouvrage, là, ça a été de nettoyer. Par la suite, là, on a planté des arbres, on a fait des sentiers, puis ça s'est poursuivi quelques années plus tard, parce qu'on a réussi à avoir d'autres argents. Ça fait qu'on a amélioré tout ça. Là. Puis on avait eu la collaboration aussi de la Domtar à l'époque, parce qu'on s'est fait donner une partie de terrain pour pouvoir avoir accès à la rivière Mistassini. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'il y avait une partie qui appartenait à la compagnie, puis on a réussi à avoir cette partie-là, puis on s'est entendu avec les gens de la compagnie qui, à l'époque, en tout cas, comprenaient qu'on voulait faire quelque chose de bien avec ça. Pour faire en sorte que l'environnement soit une préoccupation du plus grand nombre de gens possible. Également aussi démontrer qu'avec l'environnement, on pouvait créer des emplois également. Puis aussi inciter les gens à s'impliquer parce que dans le fond, c'est que l'environnement, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas un organisme qui doit s'occuper de ça, c'est tout le monde qui doit être préoccupé par ça. Autant les usines, autant les citoyens, autant les organisations. Et il faut que l'environnement, ça devienne un objet partagé par tous. Bien, c'est sûr que quand je suis devenu député, les questions d'environnement sont restées. Puis aussi, j'ai passé toute ma vie là-dedans. J'ai été, avec Gérald Scaglione, les 2 premiers conseillers municipaux verts au Québec. C'était, à cette époque-là, on disait, les verts, c'est des marginaux, alors que nous autres, on était conseillers municipaux. Par la suite, quand je suis devenu député, je faisais partie, on pourrait dire, de ceux qui avaient l'environnement le plus à cœur. Puis une des choses que je suis content, c'est d'avoir déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que l'eau au Québec devienne un bien commun
pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Puis ça, bien, je pense que ça, c'est au lieu, puis ça, c'était à travers les débats, là, quand on voulait, il y a des gens qui voulaient embouteiller de l'eau, puis ils voulaient vendre de l'eau aux Américains, puis entre autres, moi, je me suis battu contre ça, avec d'autres, bien entendu, pour empêcher qu'on puisse vendre de l'eau aux Américains, parce que à partir du moment où on aurait collecté des grands pipelines, probablement que c'est nous autres qui aurions fini par manquer d'eau, et on avait décidé collectivement que l'eau, c'était un patrimoine commun de la nation québécoise. Ça, je suis bien content de ça. C'est né, entre autres, d'une rencontre avec Daniel Simard et Brigitte Boulanger, dans la maison chez Brigitte Boulanger. Moi, j'avais trouvé le titre « Société de gestion environnementale », puis je me disais, bien, on pourrait faire quelque chose avec ça. Puis finalement, j'ai rencontré ces deux gens-là qui étaient sensibilisés aux questions d'environnement, puis ils ont dit « oui, c'est une bonne idée ». Puis à partir de ça, bien là, on est allé chercher d'autres personnes, on a demandé une charte, et la SGE est née, là, et elle existe encore aujourd'hui après plus de 20 ans. Par la suite, avec la SGE, il y a eu toutes sortes de contrats d'entretien avec la municipalité, mais moi, à ce moment-là, j'étais plus là. Ça fait que là, il y a eu toutes sortes d'autres affaires qui se sont faites par la suite, mais moi, j'ai été une dizaine d'années là, à la tête de la SGE au début, puis par la suite, c'est d'autres gens qui ont poursuivi. En fait, il y avait le Festival de l'environnement qui existait. Il y avait le Comité de l'environnement de Dolbeau à l'époque qui existait. Puis, bien, moi, j'ai pris la direction générale en 92 de cette organisation-là, puis en fait du Festival de l'environnement. Puis là, c'était pas un travail à l'année. Alors, moi, je voulais travailler à l'année. C'est qu'on a travaillé pour créer la Société de gestion environnementale en 92-13. On est allé faire un voyage exploratoire en France pour voir comment ça se passait dans les organismes environnementaux, parce qu'au Québec, c'était pas encore il n'y en avait pas beaucoup d'organismes en environnement du type de ce qu'on voulait faire. C'est qu'on est parti, un groupe de 6 personnes, on est allé en France. Quand on est revenu, on avait la tête comme ça, plein d'idées. C'est qu'on a créé la Société de gestion environnementale là, à l'automne 1993. L'idée, dans le fond, c'était de regrouper tous les organismes environnementaux, mais d'avoir un mandat un peu plus élargi, parce qu'à l'époque, c'était vraiment sensibilisation à l'environnement, alors que nous, on voulait aussi faire du développement au niveau environnemental, là, comme le Parc Centre-Ville, c'est né de ça aussi. C'est le premier grand projet qu'on a réalisé. Mais Denis Trottier avait déjà anticipé de faire quelque chose sur la Pointe des Pères dans les années 80. Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'était dans l'air de pouvoir récupérer des sites puis pouvoir en faire des espaces verts au cœur de la ville. Ça fait que les projets se sont succédés comme ça. Puis la SGE, au fil du temps, a développé une expertise bien intéressante au niveau de l'aménagement d'espaces verts. Moi, j'ai fait partie de tous les projets, entre autres de la fusion des 3 organismes en environnement, puisque le Festival de l'environnement et le Comité d'environnement de Dolbeau, dans le fond, c'était des entités différentes, là. Donc, on s'est ramassé avec 3 conseils d'administration, ce qui n'était pas tellement logique. C'est qu'on a ce travail-là, je l'ai fait autour des années 96-17, là. Parce que, dans le fond, c'était un peu les mêmes gens qui gravitaient autour de tous les comités. Ça fait que ça valait le coup de faire cette fusion-là. D'autant que le Comité d'environnement de Dolbeau avait une subvention récurrente du ministère pour faire de la sensibilisation à l'environnement. Donc, on voulait garder ce créneau-là. Fait qu'on a été subventionné pendant quand même une dizaine d'années plus tard pour tout le mandat de sensibilisation. Le vrai intérêt pour l'environnement, moi, j'ai eu un prof à la polyvalente qui s'appelait Normand Maurice. Puis Normand Maurice, ce gars-là, c'est l'environnement incarné. Maintenant, il est décédé du cancer, Normand. Mais, tu sais, c'est resté pour moi un grand sage. Tu sais, l'éco-peinture, puis tout ça. Écoute, on était en secondaire 2, 3, là, puis moi, c'était mon prof de morale, tu sais. Puis il m'a fait lire plein de trucs sur l'environnement. Puis, tu sais, c'était déjà un visionnaire, mais vraiment, tu sais, vraiment. Tu sais, les premiers CFR, les centres de formation en environnement, en récupération, tout ça, ça vient de lui.
Le but de me joindre justement avec la SGA, ça a été tout d'abord de vouloir m'impliquer davantage vers l'environnement, mais aussi de pouvoir être proactif dans ce domaine, de voir la manière comment que le monde se déplace dans la nature, veut être avec, mais finalement fait plus mal que de bien. En voulant dire, jette les mégots à terre, veut pas recycler, a de la misère à mettre son huile à la bonne place, met de l'essence dans l'embarcation, ça tombe dans le lac. Toutes ces petites choses qui font que, grosso modo, ça me tente de m'impliquer pour faire avancer ces petits détails et dire au monde qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, un petit geste à la fois, sans non plus de refaire le monde. C'est vraiment dans nos habitudes de vie et j'aimerais ça que le monde en général fasse des liens avec qu'est-ce qu'on fait chez nous régulièrement et qu'est-ce que le monde fait aussi en dehors de chez eux. Car le monde fonctionne sur deux volets et c'est là que c'est un peu ambivalent. Puis j'aimerais ça pouvoir parler avec le monde et pour le futur d'apporter des projets justement de compostage, mais de compostage à grande échelle, que ça peut être avec le fumier, ça peut être aussi avec le recyclage, mais de tout ramasser avec les déchets parce que la plupart se promènent ou se ramassent dans les déchets, c'est-à-dire les canettes, le monde, ils ne veulent pas trop recycler, le plastique qui est un cancer. Alors, c'est toutes ces choses-là que moi, je veux apporter avec l'expérience que j'ai déjà eue d'être en affaires et ensuite de ça, bien, pouvoir après ça apporter comment on pourrait dire ça? Une vision, d'avoir une expertise pour pouvoir faire la gestion des milieux humides parce qu'on est entouré et on doit être un avec, on ne doit pas se battre contre. Nous devons jouer avec la nature et pas être contre car c'est un combat perdu d'avance. J'aime respirer, j'aime prendre le lac, rentrer dedans, mais pas d'être dans une canne de verre, pas être dans une place où on va me donner de l'eau parce que je ne pourrais plus la boire et tout ça. Et c'est dans cette fonction que je me suis impliqué dans la SGA pour pouvoir apporter le soutien, de donner une vision, mais aussi de faire en sorte qu'elle grandisse pour qu'on puisse avoir des experts ici, dans la région, pour notre région. Et voilà, grandir, mais tout ça dans la nature. C'est sûr que j'ai une vision de la SGA qui est quand même là pour du développement. Dans les dernières années, on a eu à stabiliser, à renforcer nos bases. Donc, pour l'avenir, on va parler justement là, de projets puis des choses comme ça. Entre autres, un de nos projets auxquels je tiens puis qui est pas en développement, mais qui est sur la table depuis les années 2000, c'est un petit peu la reconstruction du village des Pères ici sur la pointe. En arrière-plan, j'ai la chapelle qui se trouve être le point de départ. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait pour habiter la Pointe des Pères, ramener plus il va y avoir de gens, plus ça va être plaisant, plus ça va être attirant. Donc ça, c'est un projet qu'on va travailler. On va regarder aussi pour notre côté un petit peu là, au niveau du privé, de l'accompagnement au niveau des gens là, au privé, des fois qui ont des besoins pour du développement durable ou des choses comme ça. C'est un côté qui va devenir intéressant. On va travailler beaucoup là, côté environnement. Dans le passé, on a travaillé un petit peu plus administration avec la gestion des campings. C'est un volet qui a été attribué à un autre organisme. Donc, nous, la SGA, ça va vraiment devenir vert, vraiment au niveau de l'environnement. Moi, la SGA, c'est un organisme qui m'interpellait, mais que quand je suis arrivée à la SGA, j'avais l'impression que comme administrateur, on était beaucoup là pour stabiliser l'organisme. Alors que maintenant, le rôle est différent, on est vraiment capable, on a vraiment le sentiment qu'on est en renfort et qu'on peut penser à l'avenir. Donc, tout d'abord, la SGA, c'est un organisme qui est là. En fait, sa mission principale, c'est d'assister avec son expertise, en fait, qu'elle développe depuis plusieurs années, d'assister tous les partenaires qui sont soucieux, en fait, de travailler au niveau du développement durable. Donc, soit au niveau de la gestion, de l'aménagement ou d'autres concepts qui touchent l'environnement. Donc, c'est vraiment au niveau de l'expertise que la SGA veut avancer. Donc là, c'est le fun de travailler avec cette équipe-là là, qui est vraiment bourrée d'idées. Il faut faire attention parce que c'est un organisme qui a été beaucoup restructuré là, depuis 1 an ou 2. Donc, c'est d'avoir des idées d'avenir là, qui sont à la hauteur, mais aussi selon les capacités de l'organisation. Rigueur, professionnalisme, c'est ce que la SGA est capable d'offrir à ses partenaires, à ceux qui vont travailler en partenariat avec elle. Innovant, OK, c'est de l'innovation, c'est de la créativité beaucoup aussi.
Donc, c'est comme ça que moi, je vois l'organisme, puis c'est comme ça qu'on le guide un petit peu au niveau de l'administration et du conseil. Je pense qu'il y a de super belles années qui s'en viennent pour la SGE. Donc, on consolide des choses qu'on a voulu mettre en place, justement, des projets, justement, qui ont manqué un petit peu peut-être de sous ou d'énergie pour aller un petit peu plus loin. Mais là, je pense qu'on est dans une belle ère d'avancement avec tout notre comité. Vous savez, l'environnement, c'est quelque chose qui est assez omniprésent autour de nous. Des fois, on s'en rend pas tant compte, mais ultimement, peu importe ce qu'on fait, ça va leur toucher. Si vous faites, par exemple, des rénovations à votre chalet, si vous faites juste déjeuner pour vos enfants le matin, il y a toujours une petite notion environnementale qui est quelque part là-dedans. Si vous allez, par exemple, à votre chalet et vous faites des rénovations, et dans le fond, votre chalet est sur le bord d'un plan d'eau. Dans le fond, le réflexe que vous aurez à penser au plan d'eau ou à le protéger dans toutes les manières possibles, justement, quand vous allez faire vos travaux, pour réduire soit la sédimentation qui pourrait aller sur le plan d'eau ou peu importe, dans le fond. Bien, ça va avoir un impact, puis ça va avoir un impact pas nécessairement visible à court terme, peut-être à moyen et à long terme. Ce qui fait en sorte que ce qui faisait la raison de base, pourquoi vous étiez allé au chalet, c'est-à-dire vous baigner et aller profiter de pêcher quelques truites là, sur le bord du cric, bien, dans le fond, ça peut être difficile de le faire pour les enfants et dans le fond, les générations à venir. Dans le fond, c'est toujours de développer un peu cette vision environnementale-là à travers un peu tout ce qu'on fait. Quand on parlait tantôt du déjeuner avec ses enfants, mais dans le fond, si vous offrez des bleuets de corin à vos enfants pour les mettre dans leur céréales le matin, il faut toujours avoir en tête que si vos bleuets de corin ils viennent du Mexique ou de l'Australie, bien, il aurait pu venir de quelques kilomètres là, dans une de nos bleuetières. On est quand même dans la capitale mondiale du bleuet. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer le réflexe de vision environnementale auprès de notre population pour que les gens s'approprient leur territoire. Puis, dans le fond, ajustent leur manière de faire pour faire en sorte que, dans le futur, ça puisse toujours se maintenir, cette qualité-là, soit au niveau de l'environnement ou soit au niveau de notre qualité de vie dans son ensemble. C'est un peu ça l'origine et les fondations de la Société de gestion environnementale. Puis c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Puis quand on parle justement d'arriver à développer ces réflexes-là, je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est de développer le sentiment d'appartenance pour son territoire. C'est d'ailleurs comme ça que ça avait commencé là, il y a de ça quelques années, comme vous a raconté M. Trottier avec la création du parc Centre-Ville. Dans le fond, en créant un parc, les gens vont venir faire leur marche, leur randonnée, vont vouloir que l'endroit demeure en bonne condition, demeure joli, demeure beau, pour que justement les enfants puissent y aller aussi dans le futur. Donc, en s'appropriant notre milieu de vie, en l'entretenant d'une manière adéquate, on va permettre aux enfants qui vont suivre de pouvoir le faire aussi. C'est un peu ça qui m'avait amené, moi, à joindre les rangs de la Société de gestion environnementale. Quand j'étais jeune, j'avais sauté dans la rivière. Et puis, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on ne soit pas les derniers à pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on suit la qualité de l'eau aujourd'hui de la rivière. Donc, ça pour dire que l'appropriation de notre territoire, les activités qu'on y fait pour justement les maintenir dans le temps, bien, c'est un peu ça la mission globale de la Société de gestion environnementale. Salut à tous, Eva Lalancette des chroniques sur l'environnement. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu des fournitures scolaires, de ce que vous fait sauver. Donc je sais que quand vous allez voir ceci, la rentrée va être déjà passée, mais peut-être que pour l'année prochaine, ça va peut-être être mieux pour vous guider ou bien peut-être que si vous avez besoin de racheter cette année, mais vous allez être bon pour vous guider également. Fait que c'est parti! Restez à l'écoute. OK, donc première étape, moi je vais vous présenter un outil que j'aime bien, c'est mes fournitures scolaires à moi. De l'année dernière, en fait, je les utilise depuis déjà 5 ans celle-là, depuis mon entrée au secondaire. Donc ça se sépare par matière. Moi, je suis au secondaire, sûr que votre tout petit au primaire n'aura pas nécessairement ça, mais c'est juste pour dire qu'on récupère d'année en année. Le mien est un peu magané, j'ai perdu l'élastique, mais gars, je me suis arrangée avec les moyens du bord pour le réparer. Il fonctionne encore très bien, là. Même après 5 ans, il y a des petits trous, j'ai broché ça. Puis là, vous allez dire, mais oui, mais ça fait BS de réparer ça avec de la broche. Bien, tu sais, il est encore fonctionnel. Fait que réparer des fois des objets qu'on est capable de réparer, c'est winner. Ensuite, même les cartables des années précédentes pour les matières. Pas besoin d'en racheter un à chaque année. Ils sont encore propres, sont encore beaux, fonctionnels surtout. On va miser là-dessus. Maintenant, quelque chose peut-être que vous connaissez un peu plus, les cahiers Canada. Souvent, les enseignants vont demander d'en acheter 5, 6, puis ils vont en utiliser 2. Ils vont écrire une page peut-être dedans. Ça arrive, là. C'est pas tous les enseignants non plus. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est que s'il y a juste une page qui est utilisée, au lieu de racheter un cahier Canada en entier, on arrache la première page qui est écrite, puis le reste du cahier Canada
est fonctionnel. On est prêt pour l'année. Même chose pour les cahiers à reliure comme celui-ci. On ouvre la première page à prix, on l'enlève. S'il y en a plus qu'une, on les enlève toutes, les autres qui sont utilisés. S'il reste une cinquantaine de pages, le cahier est encore bon. Dernière chose, l'étui de votre enfant. Si les zippers sont arrachés, on peut aller directement chez le cordonnier faire poser un nouveau zipper. Sinon, ce qu'il y a dans l'étui, il ne faut pas oublier que c'est réutilisable. Il reste un petit bout d'efface. Bon, petit bout d'efface, on n'exagérera pas non plus, mais s'il reste ça d'efface, on peut le réutiliser encore cette année puis en mettre des neuves au travers. Les crayons à mine, on rachète seulement des mines. Les crayons de plomb, bon, ça, c'est en bois en plus, biodégradable, c'est winner, on est content. On essaie de récupérer le plus possible de ce qu'il y a à l'intérieur. La plupart du temps, ils sont encore très fonctionnels, des marqueurs qui fonctionnent encore à la fin de l'année. Puis on rachète le strict minimum. Une brocheuse, fait plein d'affaires comme ça qu'on peut réutiliser d'année en année. Pas obligé de tout le temps racheter en neuf, on s'en va seulement avec du surplus dans ce temps-là. Sachez que votre enfant va être à l'école pendant peut-être 11 ans minimum, voire plus, donc ça vaut la peine de faire des économies ici, là, non seulement pour votre portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Donc, bonne année scolaire à tous!